Bonjour à tous, nous sommes à l'Institut du monde arabe. Il fait un temps absolument dégueulasse sur Paris, mais nous sommes ravis de vous retrouver. Voici nos camarades, ou plutôt ma camarade Estelle Martin. Oui, de retour de très nombreux voyages mondiaux, Estelle, qui est notre conscience à travers le monde, qui filme tout. Il a retrouvé sa voix. Il a retrouvé sa voix. Bah oui, parce que... Espérer encore une fois, mais non. Ça reviendra. Michel Serruti, le Cervin en personne, donc la plus haute montagne. Je ne vais pas dire ce que m'a dit avant que cette émission démarre Alain Gerlach, qui m'a proposé une vie sexuelle que jusqu'à présent je n'envisageais pas, mais il a raison. Quant à Mathieu Dugas, il a bien fait de venir en France, car je crois que chez toi au Québec, il fait combien? Ben là, on a monté. J'ai monté de 30 degrés en traversant l'océan, donc faites le compte. 30 degrés, donc moins 15, quoi. Même plus. Un petit peu moins. Ouais. Voici le sommaire de cette excellente émission que le monde entier nous envie. Je veux dire ceux qui ne sont pas francophones, car les autres nous adorent. Le terrible attentat contre Charlie Hebdo a mis en lumière de manière dramatique le travail des dessinateurs de presse. Alors que le Festival de la BD d'Angoulême a ouvert ses portes, nous allons nous interroger. Le dessin de presse s'apparente-t-il au 9e art ou au journalisme ? Soumission de Michel Houellebecq a relancé un débat fort ancien. Ce roman, racontant l'arrivée au pouvoir en France en 2022 d'un parti musulman, a fait polémique bien avant sa sortie. On a accusé l'écrivain d'être islamophobe. Peut-on confondre les opinions exprimées dans une œuvre et celles de son auteur ? C'est la question que nous nous posons. 2014 a été l'année de la révélation de la française Christine and the Queens. 2015 sera sans nul doute l'année de sa consécration. 5 nominations aux Victoires de la musique en France, elle est annoncée dans tous les grands festivals au sein de la francophonie. Nous débattrons pour savoir si elle est la Stromae française. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Le premier sujet donc est consacré au dessin de presse. Avec notre joyeuse équipe, nous allons évidemment en parler dans le détail, car il ne s'agit pas simplement, après le drame de Charlie Hebdo, de nous appesantir sur le droit ou non de caricaturer les religions, mais bien de savoir de quel métier il s'agit. S'agit-il de caricaturiste? S'agit-il de journalisme? S'agit-il d'art? Voici donc le sujet. Tout cabu, la France des beaufs, les unes de Charlie Hebdo de 69 à 81, ou le dernier ouvrage illustré de Wolinski, des livres qui s'arrachent chez les libraires. À Montpellier, ce client porte son livre vers la caisse du magasin comme un étendard. Pour lui, il s'agit d'un achat militant. Pour faire un cadeau à un ami, parce que c'est son anniversaire demain, et je voudrais lui offrir un cadeau symbole de la liberté, de la libre expression et de la France. Les passionnés, eux, reviennent. J'ai acheté la vie de Mahomet, que j'ai déjà, mais pas en relié. C'est des gens que j'ai aimés et dont je suis périodiquement les dessins, avec plaisir. À tel point que les ventes de ces albums illustrés s'envolent depuis 8 jours. Le jour même, voire dès le lendemain, sans que personne ne demande rien, tous les ouvrages que nous avions, de Cabu, de Charb, de Tignous et tout, ont été achetés par les clients. Depuis le drame, les libraires ont commandé spontanément 10 000 exemplaires de tout Cabu et 5 000 de Cabu à New York. L'ouvrage emblématique est en cours de réimpression. Et ce livre de Wolinski, édité en 2012, est épuisé. Donc on le réimprimera, quelle que soit la demande, quels que soient les risques, parce que s'il y a de la demande, elle peut s'arrêter net, mais on le réimprimera parce que c'est un livre qui doit rester. Et ce qui reste, ce sont des coups de crayons intemporels. Ici, au début des années 70, en une de Charlie Hebdo, où là, un dessin prémonitoire, des terroristes attaquent l'un des symboles de la République, une mairie. Signé Wolinski dans cet ouvrage sorti juste après sa mort. Est-ce que vous considérez donc que ce métier est un métier qui ressort de l'art, ou du 9e art, puisqu'on l'appelait comme ça, ou est-ce qu'il s'agit de journalisme avec des dessins? Chez nous, la filiation avec le 9e art est connue. La bande dessinée, c'est quand même...
en Belgique, principalement, qu'elle est née. Par revenir sur RG, etc. Tout ça est connu. Rodolphe Töpfer, Voilà. la Suisse. Mais je pense que beaucoup de dessinateurs de presse ne revendiquent pas nécessairement de faire du journalisme, parce que même si le journalisme peut être engagé, il veut quand même essayer d'approcher les choses par un versant objectif. Ce que les dessinateurs de presse revendiquent, me semble-t-il, et c'est vrai que j'en ai discuté avec un certain nombre d'entre eux en Belgique, qu'on côtoie dans des émissions, ils sont aussi présents, hein, Pierre Kroll, Nicolas Vado et d'autres, c'est justement leur subjectivité. Mais cette subjectivité, elle nous dit aussi quelque chose sur le réel. Ce n'est pas une subjectivité gratuite, c'est vraiment une subjectivité qui nous dit quelque chose de la réalité. C'est du journalisme. Mais ça peut être de l'art aussi. Du journalisme, Plantu a dit un jour que c'était une sorte de Canada Dry du journalisme. Ça en avait la couleur, ça en avait le goût, mais ce n'était pas vraiment du journalisme. Peu importe, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que ça peut nous apporter quelque chose, ça peut nous dire quelque chose du réel. Même si actuellement, il ne faut pas se leurrer, hein, il y a beaucoup de questionnements parmi les dessinateurs de presse, et notamment à cause aussi des difficultés que rencontre la presse, pas seulement dans le climat actuel, mais aussi parce qu'on attend des journalistes de presse qui fassent des dessins amusants. Nicolas Vado, par exemple, un des dessinateurs de presse les plus célèbres en Belgique, me disait, on me dit souvent maintenant, mes dessins ne sont pas amusants, ils ne font pas rire, il faut faire rire pour attirer le lecteur. Ce n'est pas ça la fonction du dessin de presse. Je ne sais pas si ce sont des journalistes. Monsieur Cerruti. Merci, monsieur Durand. Non, mais journalistes sont... Souvent, les dessinateurs de presse ont plutôt tendance ou envie d'être considérés comme éditorialistes. C'est-à-dire qu'à partir d'une information qu'ils ont traitée, ils prennent un point de vue comme un éditorialiste ferait un commentaire dans un journal. Donc c'est un métier qui ressort du journalisme, mais ils assument, ils revendiquent la liberté, la subjectivité qui va avec. Donc plus qu'un journaliste, c'est vraiment un éditorialiste. Simplement, pour moi, qui réalise son métier avec une patte, avec un certain art, comme certains éditorialistes sont capables de livrer leur point de vue avec une magnifique plume, et qu'on lit autant pour le plaisir du verbe qu'ils sont capables de formuler que des idées qu'ils sont capables d'employer. Pour moi, c'est véritablement ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une postérité? Est-ce qu'il y aura une postérité, par exemple, je sais pas. De ceux qui, malheureusement, nous ont quittés dans la tragédie? Oui, pour certains spécialistes, ils disent vraiment qu'il y avait un Ma style chère Estelle. harakiri. Non, mais il y avait un style harakiri, il y avait un style Charlie Hebdo, le dessin qui devait être efficace, qui devait être limpide. Et oui, je pense qu'effectivement, ça va rester dans la postérité, et non pas... Postérité de Charb, postérité de Wolinski, postérité... De Cabu, surtout. Cabu. Cabu, évidemment. Et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, avec les attentats. Peut-être que ça a mis un éclairage supplémentaire, mais c'est aussi une forme... Oui, une forme artistique, on peut le dire. Mon cher Mathieu, art ou journalisme? Postérité ou instant? Je pense que c'est un peu court de vouloir opposer le dessin de presse comme étant quelque chose de subjectif et le journalisme qui serait un peu plus objectif. Quand on regarde, par exemple, j'ai lu récemment les prix Albert Londres depuis le début du prix, on peut voir qu'il y a des journalismes, hein, et c'est très lié à l'époque, la manière dont on écrit. Moi, je trouvais ça un peu drôle de lire les premiers prix Albert Londres parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait un type d'écriture qui avait peut-être un peu mal vieilli. Mais dans le dessin de presse, je pense qu'il y a une subjectivité, je pense que c'est Alain ou Michel qui disait, vous disiez, c'est une subjectivité qui est plus assumée. Je pense qu'avec le dessin de presse, on peut voir un journalisme différent de la même manière dont, par exemple, Vice News, actuellement, est en train un peu de révolutionner la manière dont on fait du journalisme international. Il y a beaucoup de journalistes plus classiques qui regardent ça et qui disent, OK, il y a quelque chose de nouveau dans la manière de traiter l'information et ça apporte quelque chose de nouveau. Le dessin de presse, Joe Sacco a montré aux États-Unis qu'il pouvait traiter de sujets, par exemple, il s'est intéressé à des massacres en Palestine dans les années 50. Gaza, 1956. C'est ça, 1956. Il n'y a même pas de photos de ça. Alors, lui, il est allé sur le terrain, il a fait des entrevues, il a rencontré des gens. Alors, il a créé littéralement un imaginaire pictural autour de quelque chose. Vous n'avez pas répondu à la question. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'image? Estelle disait qu'il y aura une postérité de tout ça. Est-ce que vous considérez... Elle est déjà là, absolument. Ouais. Joe Sacco, pour
pour ne nommer que lui, il s'est imposé comme quelqu'un qui a développé un style. On va aller lire, on va aller regarder du Sacco. Il a fait un livre extraordinaire avec Chris Hedges récemment qui s'appelle Days of Destruction, Days of Revolt. Il est allé dans les États-Unis qu'on ne voit pas. Moi, j'ai lu ça. J'étais aussi pris que si j'avais regardé un documentaire, par exemple. Oui, il y a des vraies démarches journalistiques. Emmanuel Lepage, pareil, a fait un printemps à Tchernobyl. Ce dessinateur est allé à Tchernobyl. Il a fait vraiment une enquête de terrain. Et là, on ne sait plus, c'est plus tout simplement un dessinateur, c'est aussi un journaliste. Donc, c'est vrai que parfois, ça se mêle et il y a des polémiques. Je me souviens avec le Grand Prix d'Angoulême qui a été décerné à Willem en 2013. Il y a eu polémique parce que pourquoi décerner un dessinateur de presse? Même entre eux, ils ne sont pas forcément d'accord entre dessinateurs puristes, artistes. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une tension. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais simplement pour revenir à ce que disait Mathieu, c'est vrai qu'en plus, le dessin de presse déborde simplement le cadre du dessin de presse. On le parle avec Sacco. En Suisse, il y a un type qui s'appelle Patrick Chapat, qui est une star du dessin de presse, bien au-delà d'ailleurs des frontières suisses, puisqu'il écrit aussi ou il dessine pour le New York Times, l'édition internationale. Lui aussi fait une sorte de BD désormais à l'image de Joe Sacco. Il part plusieurs semaines sur le terrain, il revient avec ses impressions, il les note. Il y a eu, alors c'était pas véritablement de la presse, mais Spiegelman, quand il a fait Maus, c'est pas un dessinateur de presse. Mais voilà, il a fait un bouquin. Et ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire. Exactement, ça, qu'on ne pourrait pas le faire avec un film ou avec une écriture traditionnelle. Et ça a été une révolution. Et Spiegelman, d'une certaine manière, a fait des petits aujourd'hui avec Sacco ou avec Chapat. Et on est, pour reprendre la question que vous posiez, oui, je pense qu'il y aura une vraie postérité. Et ce que disait Mathieu est vrai. On est déjà dans la postérité aujourd'hui. Ça fait partie aujourd'hui d'un art de la communication et d'un art de la culture pop mondiale, de toute façon, puisqu'ils sont présents partout. Vous vouliez ajouter quelque chose? Mais on ne vise pas nécessairement la postérité quand on dessine. Je pense que pour beaucoup de dessinateurs, c'est chaque matin, putain, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce qui va paraître en page 1 de mon journal? Mathieu disait, ils osent dire des choses. Moi, j'étais analyste politique dans une vie antérieure. C'est vrai qu'on envie les dessinateurs de presse qui n'ont pas besoin d'argumenter pour dire un certain nombre de choses. Quand on est analyse politique, on doit quand même essayer de venir avec un certain nombre d'arguments, de démontrer un petit peu une thèse. Plantu, à l'époque, et c'est un dessin qui avait suscité beaucoup de réactions, pouvait mettre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon côte à côte avec un discours qui se réunissait. C'était le même papier qu'il lisait. Ça a suscité énormément de réactions, mais il n'a pas besoin de dire pourquoi. Il peut balancer le truc. Il y a une efficacité. Et il le fait, évidemment. Il y a une efficacité. Il y a un vrai talent. Parce que c'est l'efficacité, avant de savoir si c'est de l'art, c'est sûrement du talent. Et bon, moi, je trouve que ça, c'est fantastique. Et on a besoin de ça. Imaginez ce que ça, ils bossent, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on voit le dessin le matin dans la presse. Non, mais ils en font peut-être 10. Ils en font 10 pour arriver à celui qu'on va voir. Bien sûr. C'est vraiment... Charlie Hebdo, beaucoup d'entre eux avaient des cartes de presse, c'est-à-dire qu'ils étaient assimilés à des journalistes au plan statutaire. Est-ce que, par exemple... Parce que ça les protège. Wolinski l'a affirmé. Il travaillait à Paris Match aussi. Il avait une conscience politique et depuis mai 68, il avait décidé de faire du dessin de presse engagé, politique. C'était assumé. C'est le cas en Suisse, en Belgique et au Québec. Mais il y a une tradition qui est beaucoup moins... Vous avez les cartes de presse. Est-ce que les dessinateurs ont des cartes de presse au Québec? C'est une très bonne question. Je ne pense pas que nos caricaturistes en ont. Je m'avance peut-être trop, mais nos grands caricaturistes, par exemple, il y a Garnotte au Devoir, Chapelot à la Presse, André-Philippe Côté au journal Le Soleil. Ce sont des gens qui sont des caricaturistes. C'est pas nécessairement des gens qui, par exemple, comme Wolinski, va aller faire des grands reportages. Moi, je me souviens d'en avoir vu des reportages qu'il avait fait. C'était un travail véritablement journalistique où on allait, par exemple, je m'en souviens d'un à l'Université d'été du PS, et là, c'était un travail où on découvrait cette chose-là. C'est pas simplement un dessin. Alors, je ne sais pas si ces gens-là ont des cartes de presse au Québec, mais c'est un travail qui est différent là, du journaliste, évident. Les petits camarades que vous fréquentez sur les plateaux de télévision, justement, en Belgique, qui sont cartes de presse, ça a un côté un peu corporatiste de se poser la question. Pas de carte de presse, mais je pense que ce qui protège mieux leur statut, c'est leur talent et c'est surtout la reconnaissance du public. Ce qui me frappe aussi, c'est une évolution chez nous dans les médias, c'est qu'ils sont de plus en plus présents dans des émissions de radio, dans des émissions de télé, pas uniquement pour dessiner, pour donner un avis. Ce sont des éditorialistes. Et puis ils font des livres, Michel qui le disait. Beaucoup de livres. Et puis ils publient évidemment dans l'espace. Ils font parfois de la bande dessinée pour certains d'entre eux. Ils ne se cantonnent pas là, aussi pour des raisons d'expression, de sortir du cadre, parfois économique, etc. Mais il faut pas oublier que c'est très lié. Presse ou pas,
Alors j'ai eu le temps de réfléchir, je ne sais pas, honnêtement. La seule réponse que je peux vous donner, non, je ne sais pas. J'imagine que oui, parce que je sais qu'en Suisse, notamment, la discussion a eu cours quant à leur statut au niveau simplement du terme utilisé. Ils n'aiment pas tellement qu'on les traite de caricaturistes. Non, ils sont dessinateurs de presse. Par conséquent, ils travaillent pour un organe de presse et je pense qu'ils veulent être reconnus comme étant des professionnels des médias. Alors, carte de presse ou pas, leur démarche, leur travail, je pense qu'ils s'inscrivent dans une démarche qui veut... Voilà, je ne suis pas sûr qu'ils veuillent être journalistes. Maintenant, un n'est pas l'autre. Mais je pense qu'ils sont attachés, à raison d'ailleurs, à l'aspect quand même créatif, personnel de leur travail. On peut dire que ce sont des témoins d'une époque et qui le font d'une manière assez documentaire. Alors ça, c'est une base quand on parle de ça. On va terminer évidemment par des choses qui ont chanté notre enfance. Alors, c'est un numéro spécial de Spirou qui est intitulé par Solidarité. Je suis Charlie. C'est la première fois qu'il change d'uniforme. Voilà. C'est important. Exactement. Hein, oui, c'est donc le fameux numéro de Charlie Hebdo qui a été donc édité, réédité, et donc qui finalement ne fait plus l'objet de spéculation aujourd'hui, car on en a évidemment diffusé énormément, plus de 7 millions. On commence par un tweet du site L'Info en temps réel revenant sur la marche républicaine qui a eu lieu le dimanche 11 janvier dernier en France. Tweet soulignant qu'une multitude de dessins de résistance ont fleuri dans la presse et sur Internet depuis les attentats. Tweet de Christian Delporte, directeur du Temps des médias, qui évoque le festival de la BD d'Angoulême et le prix Charlie de la Liberté. Enfin, un tweet de Muriel de Bernard, une photographe qui se félicite de l'ouverture au Festival international de BD d'Angoulême d'un espace Nous sommes Charlie pour que continue à couler l'encre plutôt que le sang. Bien évidemment, vous laissez à la fois vos tweets et vos messages sur le site internet de TV5 Monde. Nous en sommes absolument ravis. Deuxième sujet, quelle est donc la part d'opinion personnelle exprimée dans une œuvre romanesque? Lundi 19 janvier, donc Michel Houellebecq, qui a disparu de la scène littéraire française, mais qu'on a vu réapparaître pour la sortie de son livre donc à Cologne, en Allemagne, qui est un tabac extraordinaire, plus de 3 réimpressions de 150 000 exemplaires, s'est exprimé évidemment sur le sujet, livre islamophobe, livre de son auteur ou au contraire fiction. Voici ce qu'a dit Michel Houellebecq. Nous en parlerons avec mes 4 camarades dans un instant. Il y a eu d'immenses manifestations en France pour soutenir Charlie Hebdo. Je n'y ai pas vraiment vu un désir d'unité nationale, mais quelque chose de plus simple, qui est que les Français sont attachés à la liberté d'expression. Le début de mes interviews pour Soumission était pénible parce que j'ai eu l'impression de répéter en boucle « Soumission n'est pas un roman islamophobe ». Et maintenant, ça risque de devenir plus pénible parce que je vais être obligé de répéter en boucle 2 choses. 1. Soumission n'est pas un roman islamophobe. 2. On a parfaitement le droit d'écrire un livre islamophobe si on veut. Voilà le livre de Michel Houellebecq, Soumission aux éditions Flammarion, excellentes éditions. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on c'est nécessaire de confondre, chère Estelle, justement, l'homme et l'œuvre? C'est vrai que dans ses romans, on a toujours l'impression que c'est de lui dont il parle. Même le dernier dans Soumission, cet universitaire, alors même il s'est rajeuni de quelques années, mais on sent Houellebecq derrière cet universitaire qui est désabusé, qui a un petit peu, tendance à boire un peu, et ce côté désenchanté. Et c'est ce qu'on aime aussi, c'est penser que Houellebecq et son personnage ne font qu'un, tout en sachant qu'il faut les dissocier. Alors je ne sais pas s'il faut dire que c'est exactement la personne, mais moi je trouve ça intéressant de jouer là-dessus. C'est comme avec Emmanuel Carrère, qui lui se met encore plus en scène. Voilà, c'est délibéré chez Carrère. C'est totalement délibéré, mais après, il ne faut pas non plus peut-être confondre l'œuvre, l'homme. Je trouve que c'est un débat qui est depuis toujours, mais vraiment. Mais bien sûr. L'ambiguïté, il l'a fait. Mais l'ambiguïté, il joue là-dessus depuis le début de son œuvre. Et il disait d'ailleurs récemment, dans la Paris Review, il a accordé une entrevue, il disait « Moi, j'utilise des techniques de la peur, mais je ne sais pas de quoi il faut avoir peur. » L'ambiguïté fait partie du personnage, il l'a toujours cultivé et c'est en ce sens-là qu'il est insaisissable et qu'il est difficilement... on a de la difficulté à l'épingler, de dire « Ah, t'as dit ça, tu proposes telle chose, ton truc est raciste. » C'est très coulant comme attitude. Je pense que d'une manière générale, dans toutes les œuvres, il y a une part forcément de l'auteur. Sinon, toutes les œuvres se ressembleraient et c'est ce qu'on va chercher. Maintenant, la question...
pour moi, elle n'est pas de savoir s'il y a une patte trop prégnante d'un certain auteur ou pas. C'est jusqu'à quel point la patte de l'auteur contrevient, on va dire, à la loi ou à une certaine morale. Je ne crois pas que Houellebecq, effectivement, avec Soumission, ait livré un bouquin qui soit islamophobe. C'est un bouquin qui parle de la décadence de notre société à travers ce prisme-là. Mais voilà. Son thème fétiche, on ne peut pas lui reprocher. Ça, c'est la décadence de l'Occident. C'est quand même ce dont il parle dans chacun de ses romans. Ça revient à chaque et fois, c'est vrai qu'il a raison. En revanche, là où ça me semble être plus patent, c'est quand on a affaire à des personnes, notamment par exemple pour Céline, ou pour Strauss, ou pour Wagner, ou pour Karl Hoff, voilà, qui étaient ouvertement antisémites. Alors là, est-ce qu'il faut associer l'œuvre à l'auteur? Ça pose d'autres questions. Je ne suis pas sûr que pour Houellebecq, en l'occurrence, on soit à ce stade-là. Et encore, pour des auteurs qui étaient antisémites, voilà, il y a des gens comme Barenboim aujourd'hui, qui est un spécialiste de Wagner, qui joue Wagner contre vents et marées, ou qui essaie de jouer Wagner même en Israël, parce qu'il estime qu'il faut le faire. Et il a raison. Bernard-Henri Lévy est assez d'accord avec lui sur ce point-là, et on ne peut pas suspecter l'un ou l'autre d'être ouvertement antisémite. Mais là, je pense qu'il y a une véritable question... Vous êtes en train d'enfermer l'idée que, enfin pardonnez-moi, que de toute façon, le discrédit vient d'un appui supposé à une vision politique qui est totalement discréditée, en l'occurrence le nazisme. On vient de poser le problème, par exemple, avec Martin Heidegger, le grand philosophe. Mais la question de l'œuvre et de la personnalité, Proust, dans ses articles qu'il a écrits, elle va bien au-delà de ça. Je vais essayer d'expliquer en 2 secondes. C'est qu'il dit, au fond, on ne peut absolument pas confondre le type qui fait des vers, Baudelaire, et l'homme qui boit de l'absinthe, etc. Pourquoi il pense ça? Parce qu'il pense qu'un livre, c'est d'abord une esthétique. Bien au-delà d'un engagement, d'un comportement, du fait d'être chauve, gros, beau, magnifique, jeune, vieux, etc. Et donc, il a écrit La recherche du temps perdu ou Le temps retrouvé à partir justement d'une esthétique pure, même si c'est appuyé sur 3 salons mondains légèrement décadents. Mais on s'en fout qu'un chef-d'œuvre soit écrit par une crapule. Du moment que c'est un chef-d'œuvre, il faut quand même que l'art existe en dehors des pauvres mortels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec nos bassesses. Sinon, on ne croit pas à l'art. Enfin, je ne suis pas un obsédé de l'art, mais quand même de l'art pour l'art. Ouais. Je ne suis pas un obsédé de l'art pour l'art, mais faisons quand même un minimum la distinction. Et c'est pour ça que je trouve, je l'ai appuyé tout à l'heure, quand le problème se focalise sur nazi ou pas nazi, il est évident qu'à chaque fois, c'est toujours beaucoup plus facile de basculer du côté de la morale. Mais la question, elle est beaucoup plus fondamentale. Mais en plus, le problème, c'est qu'on pratique souvent à ce moment-là l'anachronisme aussi. On va rechercher des œuvres, y compris musicales, publiées dans les années 30, 20, et on remonte, etc. Bon. Méfions-nous et respectons quand même aussi l'œuvre d'art. Pour ça, j'ai pris cet exemple à dessein, Guillaume. J'ai pris cet exemple juste pour répondre à ce que vous disiez, parce que je comprends ce que vous dites, mais j'ai pris cet exemple à dessein parce que c'est le plus marqué ou le plus exemplaire, on va dire, de la dissociation qu'on peut faire ou qu'on doit faire entre l'œuvre et l'artiste. Regardez Günter Grass en Allemagne. Plus personne ne lit un livre de Günter Grass depuis qu'on a su qu'il était passé par les Genèves sutlériennes. Ça a été... Tout le monde chantait les louanges du tambour, puis tout d'un coup, quand on s'est rendu compte que le personnage n'était pas si fréquentable que ça, il est devenu complètement marginal dans le monde de la littérature allemande, après avoir été le dieu absolu. Et Céline, puisqu'on parlait de la beauté de l'œuvre, voilà, Céline, tout le monde s'accorde à dire, quand on lit Céline, c'est juste extraordinaire. Quand on voit le manuscrit, en plus, on se rend compte qu'il a écrit... Alors il y a des trucs moins forts. Il y a les couleurs sont différentes. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture avant, l'a retiré de toute possibilité de, je ne sais plus ce que c'était comme manifestation, mais une sorte de canonisation républicaine. Il a dit, Céline, c'est très bien, mais on n'a plus le droit de... Non. Évidemment, il y a une différence entre les arts. La littérature véhicule sans doute des idées qui sont plus manifestes que la musique, la peinture, etc. Si on prend la peinture, je ne pense pas que les grands peintres de la Renaissance étaient tous des modèles de vertu, quelle qu'elle soit. Et peu importe, la vie du Caravage est à ce niveau-là absolument fascinante. Et c'est un des plus grands peintres de toute l'histoire. Enfin bref, c'est différent sans doute, où il y a un petit bémol pour la littérature. Mais bon, essayons quand même de faire la distinction. Et puis aussi, ne jugeons pas en fonction du politiquement correct du temps. Et revenons à cette parole de Houellebecq. Garcia Marquez de l'autre côté. Revenons à cette parole de Houellebecq. Je pense, moi, qu'il a totalement raison en disant il doit être parfaitement possible d'écrire un roman islamophobe.
ou alors le débat sur la liberté d'expression on a n'est pas été cohérent. complètement manipulé, on s'est illusionné et on est tombé dans des panneaux qu'on a nous-mêmes ouverts. Il y a la question du temps aussi, parce qu'on lit des trucs de Gide. Moi, j'ai lu des trucs de Gide qui m'ont complètement... Scotché. Scotché. La pensée étroite, les nourritures terrestres, quoi, par Ben, exemple. les nourritures terrestres, oui, il avoue vraiment très candidement qu'il va coucher avec les petits gars, puis il trouve ça très, très chouette. Et là, on lit ça. Moi, je me souviens, j'avais lu ça au collège. Tu lis ça et vraiment, il y a quelque chose... Tu te lances là-dedans et il y a quelque chose de très sensuel et on est très content de lire ça. Et quelqu'un écrirait ça aujourd'hui, puis je veux dire, on l'enverrait en prison, là. Et donc, la question du temps, évidemment, rajoute quelque chose qui fait que ça devient un peu plus acceptable. On met moins l'emphase sur cet aspect-là de l'œuvre. Avec Houellebecq, on est dans le présent, mais non seulement on est dans le présent, mais c'est presque de l'anticipation, parce qu'on a vu avec Plateforme, il parlait d'attentats islamistes et c'est arrivé quelques temps après. C'est prendre l'air du temps, c'est tout son talent aussi. Je précise que son héros dans Plateforme s'appelait Michel. Michel aussi. Oui, voilà, mais... Et donc, je pense que c'est ça qui choque aussi dans le fait qu'on doit toujours... On doit se poser encore plus la question de qu'est-ce qui fait la différence entre l'œuvre et l'actualité, parce que là, on est collé dans le présent et il fait toujours référence à ça. C'est pour ça que je comprends pas le procès. Moi, je trouve que c'est un faux procès qu'on lui fait à Houellebecq de dire faut pas parler quoi. Pourquoi il n'aurait pas le droit de faire un roman d'anticipation? Pourquoi il n'aurait pas le droit d'imaginer un gouvernement islamique en France? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler maintenant? Et c'est vrai que c'est bien qu'il le dise. Houellebecq, ce qui a fait problème, c'est le titre « Soumission ». Puisque finalement, il décrit une France soumise, alors que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Donc c'est a posteriori les principales critiques. Oui, mais il a le droit tout à fait de se lancer. Mais la soumission... mais après, il y a eu vraiment un procès contre Houellebecq, comme s'il... En plus, on a souvent targué d'islamophobe, alors qu'on a l'impression que les gens n'avaient pas lu le livre. C'est vrai que c'est assez étonnant, et qu'après, il est obligé de se justifier, d'expliquer. Heureusement qu'il a eu cette mise au point en disant, et même si j'ai envie d'écrire un livre islamophobe... Et en plus, pour lui, la soumission est quelque chose de bien dans le roman. Souvent, il y a une connotation péjorative, et pour lui, la soumission, il dit, finalement, l'homme contemporain aime beaucoup plus se soumettre. Il n'est pas capable d'assumer sa liberté. Donc, encore là, il y a c'est un peu une réalité du quotidien. De toute façon, en perspective, d'accord avec lui. Vous imaginez, si on devait bannir des bibliothèques tous les romans catophobes, par exemple, mais si on devait il y en a déjà pas mal qui disparaîtraient. Si on ne devait qu'écouter, analyser, lire les œuvres des auteurs en fonction d'une certaine moralité ou leur pédigré, il y a quand même un certain nombre d'artistes qu'on écouterait plus qu'on lirait. C'est pas la biographie. Je me souviens par exemple qu'il y a un journaliste du Point qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, de Montpion, qui avait fait une biographie de Houellebecq assez précise. Je parle de Houellebecq avant que sortent les particules élémentaires. Il l'avait très mal pris. Quand Modiano est suivi par quelqu'un qui essaye sur son blog de raconter la vie, les origines de tous les immeubles, de tous les trucs, etc., Modiano l'a très mal pris. Il y a quand même un rapport. D'abord, l'art est ambigu par définition, mais ceux qui essayent de fouiller dans la vie des artistes sont en général extrêmement mal perçus par les artistes qui jouent évidemment de cette ambiguïté comme étant leur valeur absolue. Oui, mais quand on publie, on abandonne. Hein. Comment on abandonne? Il y a eu des polémiques, je vous rappelle, de Roi et Reine de Desplechin, où il y a eu, ça s'est poursuivi devant la justice, voilà, parce qu'elle ne supportait pas que sa vie soit... C'est vrai que ça doit être toujours inquiétant d'être avec un écrivain, car il peut reprendre à son content votre histoire et la mettre devant tout le monde. On sait depuis longtemps que je est un autre, alors ça règle la question. Excellent mot de la fin. Je est un autre, donc justement, c'est sortir de soi, ça consiste à sortir de son identité. Sortir de soi, quand on sort de soi, on a une petite chance de faire quelque chose qui intéresse les autres. Tweet revenant sur un article du journal français Libération qui avait mis Houellebecq en une, qui voit en Houellebecq un auteur à scandale, devrait jeter Sade, Rimbaud, Balzac ou Baudelaire. Le dernier tweet est signé Pierre de Gasquet, correspondant à Rome du journal français Les Échos. Il ironise à propos de Zemmour et de Houellebecq, rien de tel que de se faire descendre par la presse pour figurer en tête des ventes. Bien évidemment, vos tweets et vos réactions sur le site Internet de TV5 Monde, votre chaîne préférée, notre chaîne préférée. Dans un instant, nous allons parler d'un autre sujet. Michel Serruti va nous quitter, puisque nous allons parler de Christine and the Queens. C'est Yves Bigot qui va nous retrouver dans un instant. Mon cher Michel, à bientôt. Je l'espère, ce fut un plaisir, camarade. À la semaine prochaine. Voici le Zap culturel. Un timbre de voix et une allure de pâtre grec. Demis Roussos tire sa révérence après avoir mené une carrière de 45 ans. Il a trouvé le succès dans le Paris de mai 68,
où les gaz lacrymogènes avaient un écho dans les larmes de sa chanson. Sexy, 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 hot, hot, hot. Un hymne aux courbes des femmes, à la sensualité se défiler. Des jeux de dentelle, de transparence, des broderies, des découpes savamment placées. Tout un art. Parole d'expert. Vous avez une bien belle robe, Florence. Un petit couturier, un passe-court au puits, c'est un génie. Les scènes dans les harems occupent une part appréciable dans l'œuvre de Benjamin Constant. Les femmes sont là, dénudées, belles, étendues, lascives, comme si elles n'avaient rien à faire, sinon que de plaire aux hommes. J'en ai assez! Le soir, elle est sur les planches, comme ici, dans La Mélodie du Bonheur. Le jour, elle est entrepreneur, décoratrice d'intérieur. J'aime beaucoup agencer l'espace. Marie-Christine Perrault a eu l'idée d'exploiter ses aptitudes et de permettre à d'autres de faire de même. Elle a fondé Dépanard, une entreprise sur Internet qui permet aux artistes d'offrir leurs services. En 1965, José Arthur lance le Pop Club en direct sur France Inter. Il durera 40 ans, un record. On voulait un endroit où les Parisiens, les gens de passage, pouvaient venir, les gens connus ou pas connus, savaient qu'ils trouvaient un endroit, disons, chaud, où il y avait de la musique, où il y avait de la lumière. Des bougies allumées dans la nuit en signe de résistance face aux menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. Il y avait beaucoup de monde hier soir sur la Grand Place de Tournai pour protester contre l'annulation, en raison de menaces d'attentats, du festival Ramdam. On arrête tout. J'y arrive plus. Je n'ai besoin de personne 1972. pour le rencontrer un jour, ni qu'on me raisonne. La voix unique de Véronique Sanson conquiert le public. L'amour. Qui va succéder à Guillaume et les garçons à table, film aux 5 Césars l'an dernier. Ils ont été annoncés ce matin, les nommés pour les prochains Césars. Les films La Famille Bélier et Saint-Laurent concourent pour plusieurs prix. Ce sont les favoris notamment pour le meilleur film, catégorie où on retrouve également Les Combattants, Eastern Boys, Hippocrate, Sils Maria et Timbuktu. 84 films suisses projetés durant une semaine, dont 7 sont en liste pour décrocher le prix de Soleure. Parmi ces derniers, 3 œuvres abordent la famille ou la question de la rupture dans les relations familiales. Premier long métrage de fiction du documentariste Boris Lojkin, Hope emporte le spectateur dans l'odyssée et le quotidien de 2 migrants qui cherchent à rallier l'Europe. Hope, une Nigériane prise sous son aile par Léonard, un Camerounais. Quand je suis entré dans la peau du comédien, je m'y retrouvais déjà bien parce que ça a été un peu mon quotidien. La Brafa, c'est un voyage artistique à travers le temps, à travers le monde. L'occasion pour les visiteurs de découvrir une très large variété d'œuvres d'art, de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. La Brafa est reconnue pour les arts premiers comme étant le meilleur salon en termes qualitatifs au monde. Allez, encore quelques sirènes vaporeuses pour rêver jusqu'au bout de la nuit. Ça, c'est cadeau. Nous sortons du zapping culturel et je salue Yves Bigot. Cette année sera probablement sur le plan de la musique et des variétés et de la pop culture, celle de Christine and the Queens. Elle est la grande révélation, elle va être l'une des grandes triomphatrices, à mon avis, des victoires de la musique. Le mieux, avant d'en parler, c'est quand même de découvrir ce clip magnifique, Christine and the Queens. J'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Voilà le clip donc de cet excellent album de Christine and the Queens qui s'appelle Chaleur humaine. Battons-nous. Qui trouve ça formidable? Bigot.
La question, c'est est-ce que Christine and the Queens peuvent être, ou peut-être, car en fait c'est une jeune fille de 27 ans, Héloïse Letissier, une Nantaise, qui a fait des études supérieures, hein, c'est une cagneuse, qui ensuite a fait Normal Sup à Lyon en études de théâtre, puis est partie à Londres en 2010 où elle a découvert les drag queens londoniennes. Et depuis, elle fait donc cette espèce de électro-transgenre. Mais est-ce que ça fait d'elle la Stromae française? C'est la question. Alors la réponse, c'est un peu. D'abord, elle a fait les premières parties de Stromae. C'est moins, sans doute, grand public et moins international que ne l'est Stromae. Mais en tous les cas, s'il y a une artiste française moderne aujourd'hui et je dirais presque énigmatique comme l'est Stromae, c'est bien aujourd'hui Christine and the Queens, avec ce côté à la fois électro-minimaliste, mais aussi elle est fan totale de Michael Jackson, donc sur scène, elle danse même avec... d'Alia, enfin même de vedettes de la R&B, Beyoncé, etc. Elle répète les mouvements. Mylène Farmer sur justement l'androgynie bowiesque du personnage de Ziggy Stardust. Et puis, elle a ce côté performance artiste, comme on dit à New York, sur scène, de se présenter avec de la vidéo, avec des lumières, avec des danseurs, avec un plateau minimaliste, comme on le voit d'ailleurs dans la plupart de ses clips, et puis d'introduire dans des morceaux souvent chantés en anglais, aussi un certain nombre de classiques de la chanson française, un peu à la manière dont les rappeurs utilisent des refrains de tubes de R&B ou de pop, hein, comme l'ont fait Eminem, Jay-Z ou Kanye, mais elle le fait avec, alors ça a d'abord été Photo-souvenir de William Scheller, ensuite sur son album il y a Les Paradis perdus de Christophe, et je me souviens moi vraiment avoir été convaincu par elle, alors non seulement en l'ayant vue à l'Olympia, mais aussi au Francofolie. Et c'était sur France 2 l'été dernier, par son interprétation, alors là pour le coup, pas du tout électro, mais je dirais presque naturelle et directe et spontanée, de Aimer vaut mieux que d'être aimé de Daniel Balavoine. Donc oui, c'est une vraie artiste, très interpellante, et qui, normalement, va rafler la mise aux Victoires de la musique. Vous savez, tous les ans, en général, aux Victoires de la musique, il y a quelqu'un qui emporte tout. Alors, il faut lui souhaiter que ça n'aura pas le même effet négatif, par exemple, que pour Mickey Tradé, qui une année avait tout gagné et qui ont disparu dans la foulée. Il est retourné à Saint-Etienne disparaître quelque part. Bon, il a tout dit, Bigot, on se casse tous, c'est terminé. Ah, mais c'est vrai, c'est ça le syndrome Michel. J'ai vu l'œil noir de Mathieu Dugal. On écoute la manière dont elle chante, et je ne sais pas si vous avez trouvé des similitudes, mais moi, j'ai trouvé que... J'écoutais cet album-là, je me dis, mais comment ça sonne? Et j'ai trouvé que ça sonnait comme une Céline, mais moins maniérée. Céline Dion, la manière dont elle chante, il y a des petites intonations qui vont faire... Alors là, je suis absolument pas d'accord avec vous, Absolument. Il faut réécouter l'album. Il y a un ton de voix. Tu as eu raison. Non, mais c'est moins maniéré. Mais il y a des manières dont elle va porter son intonation qui va faire penser à Céline. Et c'est en ce sens-là que je trouve qu'elle va transcender. Il va y avoir quelque chose de très grand public et vraiment qui s'écoute très, très bien. Moi, j'ai pensé beaucoup à Lescope, qui est l'équivalent peut-être masculin de ce qu'elle a fait. Donc, quelqu'un qui va aller... C'est beaucoup plus populaire, beaucoup plus facile, moi, je trouve, Lescope que Christine and the Queens. Parce qu'elle a non, mais en même temps, il joue sur plusieurs tableaux. Lescope, il y a un côté électro qui est très fort et en même temps, il y a un côté populaire qui est légalement. Et c'est la force de Christine qui va aller chercher autant dans la grosse pop, presque commerciale, R&B, et en même temps, recherche musicale et aussi lyrique très, très... Mais il faut dire, pardonne-moi Mathieu, mais je voudrais insister sur un truc qui est quand même très rare en France, que Yves a évoqué, c'est la danse. C'est-à-dire qu'en fait, depuis Claude François, qui vient toutes les 5 minutes, Alexandre et Alexandra... Vous le faites bien, hein? Je le fais bien. C'est les chanteurs français qui dansent, à la rigueur, ils se déhanchent comme Johnny, ils bougent un peu, mais les chanteurs qui dansent, ça n'existe pas. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement nouveau pour les Français, parce qu'elle le revendique fondamentalement, et moi je trouve que son talent, peut-être que j'ai tort, hein, mais son talent vient essentiellement de ce côté justement postmoderne de la danse, avec des côtés très chiadés, on l'a vu dans les clips tout à l'heure, c'est-à-dire
En fait, les vidéos comme l'album, ils sont toujours avec une tonalité simple. Alors, je ne sais pas, Yves l'a vu sur scène, hein, mais c'est ou bleu marine ou tout rouge, donc il y a ce côté monochrome. Enfin, on sent que c'est une intello, quoi. Elle est allée à Normal Sup. C'est pas clair. la fille qui a fait les télécrochets et qui en est sortie. Elle est passée par Normal, elle a vu de l'art contemporain, elle a mélangé de la danse et elle écrit des textes assez chiés à des grandes questions. Est-ce que ça durera ? Nous verrons. Alors, ça, nous verrons. Mais c'est vrai que Christine and the Queens a cette originalité que n'ont pas peut-être d'autres artistes français. C'est que c'est vraiment, vous l'avez dit, la danse. Elle s'est créée un personnage, Christine and the Queens. Il y a vraiment un propos, il y a une démarche artistique. Ziggy Et voilà, alors on pouvait penser à M qui a fait un peu la même chose avec son personnage, mais c'est vrai que c'est assez rare en France d'avoir ce côté total, que ça soit sur scène, que ça soit sur l'album. Et quand vous l'avez dit. Sauf Estelle qu'elle n'a pas le côté BD que a M et Mathieu Chédid. Mais est-ce que c'est bien sur son scène? côté un peu Laurie Anderson? C'est son originalité, est-ce que c'est c'est assez bien rare. sur scène? Parce que pour l'instant, c'est la reine Oui, de la elle est recomposition devant une vidéo. Mais est-ce que c'est bien sur scène? Oui. La réponse, c'est oui. Oui, clairement. Déjà parce qu'elle chante très bien bah, sur scène, en vrai, qu'elle danse et qu'elle a cette approche conceptuelle que vous avez décrite. Alors, Monsieur Stromae, exprimez-vous. Pour prolonger ce qui vient d'être dit sur les influences multiples, le côté un peu polymorphe, j'ai un peu creusé, j'ai découvert que c'est une des rares artistes qui passe sur les 4 chaînes radio de la RTBF, hormis évidemment la radio de musique classique. Donc la radio généraliste info, la radio pop-rock plus âgée, la radio des jeunes, la radio plus populaire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont à l'intersection et elle y est. Elle est diffusée sur toutes les... Le parallèle avec Stromae. Voilà, exactement. Cela dit, c'est aussi ça qui fait, et ça en creusant un peu sur les blogs et sur Internet, on voit aussi des articles qui la flinguent complètement en disant « on voit bien qu'elle essaye de bouffer à tous les râteliers, de prendre un peu partout des influences pour essayer de faire un pur produit marketing de l'époque. » Alors je ne dis pas que c'est ça que je pense, mais je dis que l'on voit aussi ça comme critique. Elle est quand même auteur, compositeur, interprète. Enfin, vraiment, on sent qu'elle est investie. Elle reconnaît qu'elle a des influences multiples, que ce soit Michael Jackson, que ce soit Mylène Farmer, que ce soit David Bowie. Donc je trouve que c'est assez injuste. Il y a pas, on sent pas chez elle ce plan marketing. On sent plutôt quelqu'un qui est pétri d'influence et qui vraiment a voulu créer un. Je le trouve très personnel, très original. Moi, son disque, pas vraiment. Ce que j'ai aimé, c'est la tête d'Estelle quand tu as parlé de Céline Dion. Oui, alors là, je suis désespérée là. Estelle, il faut écouter la Céline, pas la Céline chanteuse à voix, mais la Céline peut-être de l'album 2. Je vous mets au défi de réécouter côte à côte ces albums-là. Blondie, son truc, tu lui parles plus souvent que nous en même temps. 2, c'est en haut de ma liste de lecture. Je propose d'essayer de faire une fois, comme on dit en Belgique, une émission où on ne parlera pas de Houellebecq ni de Céline Dion. Ça va être compliqué, là. Ça va être difficile. Guillaume, ce que disait Alain, c'est elle le revendique aussi. Oui. Le fait, elle chante « I want to be a star », comme d'ailleurs, elle chante « I want to be a man », car elle adorerait, et elle est déjà en train de le devenir, être une icône gay. Être une icône gay. Ah, une icône gay. Bah oui, c'est déjà le cas. Oui. C'est déjà le cas. Tout fonctionne sur l'ambiguïté. On en parlait tout à l'heure dans le précédent plateau. On parle beaucoup de la question du genre aussi. Hein, c'est vraiment une thématique elle joue moins la flamboyance. Par exemple, Mylène Farmer, on l'a beaucoup comparé à Mylène Farmer et elle a déjà dit, oui, mais en même temps, pour moi, je me sens... Elle dit deuxième déception de la camarade Mais elle n'est pas encore dans l'autocaricature. Non, mais elle est encore très jeune, il faut dire. Elle est 25 ans plus tard que Mylène Farmer, surtout. Donc, on peut effectivement voir un petit parallèle dans la manière dont elles abordent les choses. Par exemple, les deux sont fascinés par le Chevalier d'Éon. Et donc, la question fondamentale du genre dans l'histoire de France, autour de ce personnage. Mais simplement... On s'en fout des artistes, c'est la musique qui compte. Oui, mais elle peut Pour aussi... reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles sur elle, sur sa sexualité, etc. Alors, dans la musique, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, Alain, on s'en fout beaucoup moins que dans la littérature. Parce que dans la littérature, c'est facile d'aimer un auteur sans jamais le voir, sans même savoir à quoi il ressemble. Alors que dans la musique, justement, la représentation physique est essentielle. Si la musique n'est pas bonne, laissez tomber. On est d'accord là-dessus. Alain, calme-toi. Si la musique n'est pas bonne, on n'en parlerait même pas. Voilà. Oui, mais s'il n'y avait que la musique, c'est Little Bob qui serait Johnny Hallyday à sa place. C'est vrai. Mais s'il n'y avait que cet appel à la communauté, comme on dit, gay, et il faut savoir si elle existe, eh bien, il n'y aurait pas le succès, parce qu'évidemment, ça ne suffit pas. Elle existe? Non. Merci. Mais parfois, J'ajouterais d'un mot que dans l'histoire de cette musique-là,
pop, rock, etc. L'ambiguïté, que ce soit Mick Jagger, David Bowie, etc., c'est le fondement des succès planétaires. Michael Jackson. Si vous n'êtes pas ambigu, vous faites du rock pour les blancs, vous faites du R&B pour les blacks, vous faites du rap, etc. Et vous allez dans les salles de concert, vous avez sur scène les mêmes que ceux qui sont dans la salle. Les grands succès planétaires, sont toujours des succès. Mais moi, je n'y étais pas. C'est marrant, je parle, il s'en fout complètement. Tout ça. D'imaginer Elvis Presley, mais elle peut aussi écrire des chansons. Elvis Presley n'est pas mort, mais il est drag queen dans une boîte underground à New York. Mais pour en revenir à Christine and the Queens, elle parle de la question du genre dans certaines de ses chansons, mais elle peut aussi, dans Saint-Claude, c'est parce qu'elle a croisé un SDF et tout à coup, il y a une histoire, elle raconte des histoires. Et ça, c'est aussi, je trouve, une de ses originalités et aussi pour ça qu'elle est intéressante. Parce que la chanson est vraiment conçue comme un bref moment, que ce soit musicalement, mais aussi, elle arrive à transfigurer cette rencontre avec un SDF et elle envoie un espèce de tableau religieux. Et c'est ce qui est intéressant avec cette jeune femme. Mais c'est vrai que ce qu'il a, à mon avis, la rapproche quand même de Stromae, quoi qu'on puisse en dire, même si c'est moins... Ça déménage, disons, un peu moins. C'est moins puissant. Voilà, c'est moins puissant. Ce qui la rapproche, c'est l'idée qu'on bouge quand même. Tweet de Synecdoche, admirative que Christine and the Queens ait intégré la prestigieuse école normale supérieure avant de devenir chanteuse. Évidemment, c'est aussi un petit truc en France qui marche bien, ça. L'idée qu'elle est en plus normalienne. On est toujours un peu classique, malgré notre côté soi-disant branché. Tweet de Bernard Mazabro sur Christine and the Queens, qui domine déjà les victoires de la musique 2015, qui auront lieu en France le 13 février prochain. On termine avec un tweet de Pan, qui poste une très jolie photo avec cette légende. Contemplez le froid de l'hiver en se réchauffant à la chaleur humaine de Christine and the Queens. Chaleur humaine est donc le titre de l'album de Christine and the Queens. Bien évidemment, vous laissez vos tweets et vos messages sur le compte Twitter et évidemment sur le site internet de TV5 Monde. Mon cher Mathieu, l'heure arrive solennelle de votre coup de cœur. On a parlé de dessin de presse. Moi, ça m'a redonné le goût de retomber dans Joe Sacco. J'avais lu avec délice le reportage qu'il a réalisé avec Chris Hedges, on en a parlé tout à l'heure, Days of Destruction, Days of Revolt, où il est allé vraiment dans l'Amérique qu'on ne voit jamais dans les bulletins de nouvelles. C'est l'Amérique absente des radars médiatiques. Il est allé dans des réserves indiennes au Dakota. Il est allé à quelques centaines de kilomètres de Washington, D.C., dans des endroits, mais c'est apocalyptique. Là. West Virginia, tu veux pas aller dans un endroit comme ça. C'est des terres contaminées, c'est des populations presque mutantes qui sont de génération en génération, qui vivent dans le lixivia, des mines de charbon à ciel ouvert. C'est fort, c'est puissant et ça redonne tous ces titres de noblesse. On se demandait, on parlait de la pertinence. Est-ce que le dessin de presse a encore une pertinence? Bien, je pense que quand on voit le travail de Joe Sacco, on dit oui. Donc, il y a une traduction française. Donc, Jour de destruction, Jour de révolte, c'est un album absolument fabuleux qui nous fait découvrir une Amérique inédite. Alain? Eh bien, le festival Afropéane Plus à Bruxelles, c'est jusqu'au 17 février. Répète-moi ça, parce que j'ai rien. Afropéane Plus. Afropéane. Et European, voilà. Absolument. Mais je le dis à la française, Afropéane Plus. Alain est professeur d'anglais, je rappelle. Alors, politologue, homme politique, dessinateur. Non, dessinateur. Transgenre. Transgenre. Oui. Voilà, c'est une allusion au début de l'émission. Pour ceux qui veulent la regarder en replay. Tout ça est assumé. Voilà. Afropéane Plus, c'est un festival dans le cadre de l'année du développement et c'est consacré à l'apport du Congo à la culture européenne via l'art. Il y aura du cinéma, des expositions, de la musique, des débats. C'est jusqu'au 17 février à Bruxelles et je trouve que c'est important de montrer aussi que nous n'avons pas seulement pillé le Congo, mais qu'aujourd'hui, il a quelque chose à nous donner et à nous dire, et il le fait cette fois volontairement. Mon cher Yves. Alors Guillaume, mon coup de cœur remonte au 11 janvier dernier. C'était au cours de la soirée en mémoire des dessinateurs de Charlie Hebdo qui a été donnée par France 2 et Radio France, diffusée sur l'ensemble des antennes de TV5 Monde. Et c'est Alain Souchon qui interprétait en ouverture de cette soirée une chanson assez gonflée, qui est un peu son Imagine à lui, qui s'appelle « Et si en plus il n'y a personne », qui je pense était la chanson française ou francophone la plus adaptée à être interprétée dans ces circonstances. Et l'occasion donc de vous rappeler le très bon album de Alain Souchon et Laurent Voulzy, qui est un des grands succès
de la fin d'année et du début 2015. Voilà, avec une chanson très marrante sur les jeunes filles qui sont attirées par les bad boys irrémédiablement quand elles ont 14-15 ans. Un petit peu comme Estelle Martin, Oui, par exemple. moi, j'ai pas cessé en fait. J'ai toujours Elle n'a pas 14 ans. digéré, elle a toujours pas digéré Céline Dion. Hein. Jetez-vous dans la piscine. Votre coup de cœur. Après, je ne vais plus jamais aller au Québec. Je vais être interdite de territoire. C'est ça qui est drôle. De séjour. C'est pas tout le monde qui l'aime là non plus. Ah bon, d'accord. En même temps, elle habite à Miami. Hein. Ah bon, ça va alors, je suis sauvée. Donc mon coup de cœur est un film, le premier film de fiction de Boris Lochkine, qui est un réalisateur français. Il s'appelle Hope, il vient de sortir en salle en France. Et c'est vraiment, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films sur l'immigration clandestine, mais là c'est vraiment une façon particulière, parce que c'est une histoire d'amour singulière entre un Camerounais et une Nigériane. En fait, ils se rencontrent en faisant le parcours, et quand je dis une histoire d'amour singulière, c'est assez rare que votre amoureux vous oblige, enfin vous demande de vous prostituer pour gagner de l'argent, mais là on sent que la vie est très compliquée. Mais c'est vraiment, non, mais en tout cas, il y a une histoire d'amour qui quand même arrive à émerger. Alors encore une fois, c'est dans un contexte difficile. J'ai aussi découvert les ghettos. Je ne connaissais pas les ghettos, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait on arrive dans un coin paumé, on essaye de trouver un peu d'abri, mais est-ce qu'on peut appeler ça un abri? Donc c'est dans des ghettos où c'est par communauté. Donc c'est Hope, c'est un très beau film que je vous recommande. Voilà, c'est pour un autre regard sur l'immigration clandestine. Je sais qu'on en a assez, mais il faut y aller. Alors, une fin et une anecdote. À nos chemins professionnels qui avaient déjà commencé à se séparer, allait lentement s'ajouter une conception différente de la vie, de l'amour et de la mort. Notre séparation définitive prit plus d'un an, presque 2, et elle écrit à la fin malheureuse de notre histoire devint banale et privée. Je cessais d'être un témoin privilégié de l'époque, je ne l'écrirai pas. Cette jeune femme, qui maintenant n'est plus une femme, c'est Anne Wiazinski, petite fille de François Mauriac, qui raconte dans cet excellent récit-roman chez Gallimard l'histoire de sa relation pendant mai 68 avec Jean-Luc Godard. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que contrairement à la légende en France du Godard, grand personnage, qui en est un d'ailleurs, parce que personne ne le conteste, en tout cas pour une grande partie de sa filmographie, on voit découvrir un type jaloux, insupportable, limite odieux. Je vous le conseille à tous, Anne Wiazinski. Alors, elle avait écrit un truc précédent qui est sorti sur Folio, qui racontait le début de son histoire d'amour. Voilà, un an après, cette émission est terminée. C'est la meilleure, il faut le dire, non pas de celle que nous avons faite, mais la meilleure des meilleures dans le monde entier. Je vous embrasse tous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Plus modestement, nous sommes très contents que vous soyez là et que vous nous regardiez. Salut!